Et on est heureux de vous retrouver avec la FAT et Laurent Albi, président de la FAT, ici dans le studio de BNP Paribas. Et voilà, pour le webinaire Revue technique des marchés. Et je dirais, on va commencer tout de suite. On avait dit la dernière semaine qu'on va faire cette semaine un Outlook 2018 en fait. Hein. Absolument, on va regarder ensemble, Falco, les perspectives pour le CAC 40 en 2018, mais avant tout, bonsoir à tous également. Nous sommes très heureux d'être de nouveau avec vous. Ce qui nous fait surtout plaisir, c'est qu'on reçoit toujours beaucoup de questions pendant la semaine par email. Ça nous montre que d'une part, vous appréciez ce que nous faisons ensemble, et puis surtout, que vous appréciez l'analyse technique. Et en tant que président de la FAT, cela ne peut que me réjouir de voir que effectivement cette grille de lecture vous intéresse. Et donc mon rôle vis-à-vis de vous, c'est de vous donner toujours plus de clés pour permettre de décrypter de manière correcte ce qui se passe sur les marchés grâce à l'analyse technique. Donc merci BNP Paribas pour, voilà, pour organiser ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis merci à la FAT pour se joindre donc à BNP Paribas et vous offrir donc ce webinaire. Voilà, donc. Tu te donnes l'écran ou pas? Absolument, on peut y aller. Comme toujours, en fait. On peut y aller, Falco. Maintenant, il faut l'accepter. Attention, ça devrait venir chez toi tout de suite. Allez, hop, voilà. Il est là. Et clique. Alors, show my screen, mais nettoyer. Voilà. Ah, nettoyer, oui, mais bon. Il est toujours propre chez Laurent, l'écran. Voilà, alors attendez, ce que je voudrais faire par contre, c'est enlever ceci. Pourquoi? Ah, tu mets là-haut, là, ça. Et tu dois appuyer. Voilà, alors attendez. Ouais, on y arrive tout de suite en fait. Voilà. C'est bon? C'est bon. On commence. Voilà, donc le sommaire de ce jeudi 11 janvier 2018, c'est dans un premier temps, puisque c'est vous qui nous l'avez demandé la semaine dernière, vous aviez envie de savoir un petit peu comment j'anticipe cette année 2018 sur le CAC 40. Alors, vous l'avez compris, hein, l'objectif, ce n'est pas de vous dire ce qui va se passer parce que je ne le sais pas. En revanche, c'est de vous donner, encore une fois, les éléments techniques qui permettent de faire une analyse et par conséquent, de voir ensemble quels sont les différents scénarios qui peuvent se dérouler pour le CAC 40 cette année. Donc, on va regarder donc, ce que j'ai appelé ici perspective 2018 pour le CAC 40. Avant, on va quand même garder notre mode opérationnel habituel, c'est-à-dire qu'on commence toujours ce webinaire ensemble avec une revue rapide du CAC à court et moyen terme. On va garder cet agenda, donc on va commencer par là. Ensuite, donc la perspective pour le CAC. Ensuite, on a Alexandre qui nous a posé des questions sur le secteur énergie. Alexandre a cru voir une surperformance du secteur en 2017. Et c'est vrai que depuis cet été, on a un secteur énergie qui surperforme le CAC 40 et qui surperforme même les indices européens, notamment le Stoxx 600 surtout. Donc, on va regarder ce qu'il en est de cette surperformance. Vous savez que pour savoir si un secteur ou un actif surperforme un autre actif ou un indice, eh bien, nous faisons des ratios. Et si on a effectivement un numérateur qui progresse plus vite que le dénominateur, le ratio va monter. Et donc, le sous-jacent surperforme le sous-jacent qui est au numérateur, surperforme le sous-jacent qui est au dénominateur. Donc, effectivement, le oil and gas, il est bien positionné. Cela dit, on va voir ensemble qu'il n'a pas encore franchi, aussi bien en force relative qu'en performance absolue, des niveaux de résistance qui sont importants. On va continuer toujours avec des questions de Alexandre sur Bourbon, Morel et Prom et Valourec. Alors c'est vrai, ce sont des actions, Bourbon et Morel et Prom, dont on ne parle pas souvent. On va y jeter un coup d'œil rapide. Lafarge Holcim aussi nous a été demandé cette semaine dans le secteur des matériaux de base. Et puis c'est Myriam qui nous pose cette semaine une question sur Netflix. Le distributeur de contenu vidéo, éditeur de nombreuses séries à succès aux États-Unis avec un parcours boursier tout à fait
étonnant et tout à fait performant. Voilà donc un petit peu le sommaire de cette semaine, Falco. Et je me permets juste d'ajouter que cet après-midi, on a reçu encore un email par Pascal. On nous demandait une petite analyse, éventuellement une figuration de tête-épaule sur SAP. Et pareil, aussi là dans le chat Pascal nous dit n'oubliez pas le DAX. Et voilà, ce que je pourrais dire contre l'analyse du DAX, évidemment, moi. Donc, et aussi Hervé, évidemment, qu'on va essayer de répondre à sa question concernant la General Electric, mais voilà, je ne vous cache pas, ça fera déjà 9 valeurs qu'on devrait regarder. Ça va faire beaucoup. On va voir. Si on ne peut pas le faire, on le fera la semaine prochaine. Voilà, exactement. On est tellement performant. Alors, Laurent. Alors, on y va déjà avec donc le CAC 40. Ce qui s'est passé cette semaine sur l'indice français, bon, vous le voyez, on a une zone de résistance entre 5430 et 5541 qui n'a pas été franchie pour le moment. Alors, on a une dynamique sur le CAC qui est en train de ralentir. Regardez la différence de rythme de progression entre ce qui s'est passé pendant le second semestre 2016 et puis ce qui s'est passé en 2017. C'est vrai que le CAC a malgré tout bien performé puisqu'il a pris environ 10% l'année dernière. Cela dit, on a un ralentissement du rythme avec, vous le voyez, un repli qui s'est fait sur les 5000 points. C'était une zone de résistance qui était donc logiquement anticipable, j'ai envie de dire, comme une zone de support, ça a été le cas. On est reparti. Là où effectivement ça a été un petit peu décevant, c'est que quand on est retourné sur ce niveau à 5540, ben, en fait, on a eu un courant acheteur qui s'est interrompu. Alors, c'est vrai que la correction qui a suivi derrière était très contenue puisqu'on a baissé pendant 2 semaines. Après, on a consolidé latéralement. Et puis, la semaine dernière, on a eu une très belle bougie blanche qui a repris, enfin, plutôt qui englobe l'intégralité des 7 bougies précédentes. Cela dit, on ne peut pas parler de bougie d'avalement haussier parce que celle-ci se forme après une tendance baissière. Là, il n'y a pas de tendance baissière sur le chart, c'est simplement une très grande bougie blanche qui montre qu'on a un courant acheteur qui est revenu sur le marché de manière assez vigoureuse avec une moyenne mobile en 34 semaines que j'affectionne et qui a, vous le voyez, joué son rôle de support dynamique et qui, vous le voyez, est toujours situé en dessous des prix. Alors, cette semaine, on a une petite bougie en forme d'étoile filante. Ce n'est pas non plus vraiment une étoile filante. Elle a la physionomie d'une étoile filante, mais elle n'est pas… on pourrait quand même appeler ça une étoile filante. J'ai hésité un petit peu parce que cette tendance haussière, elle est un petit peu molle et voilà. J'aurais aimé peut-être voir une étoile filante sur un mouvement impulsif un peu plus développé. Mais ne perdons pas de temps. On peut quand même la cataloguer dans le registre des étoiles filantes, en tout cas si elle clôture demain comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un tout petit corps et une longue mèche haute. Alors, cette bougie hebdomadaire, elle montre qu'il y a de l'hésitation à franchir la résistance. De 2 choses l'une, soit elle annonce un repli, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pourrait tout à fait retourner sur la zone des 5430 points, soit derrière, il y a juste une consolidation, et puis on continue de progresser, et donc elle aura, en tant qu'étoile filante, pas beaucoup de signification. En tout cas, ce qu'elle transmet aujourd'hui comme message, c'est que la très grosse pression acheteuse de la semaine passée, pour le moment, étant stand-by, et on a des opérateurs qui sont un petit peu donc devenus frileux. On va donc attendre le franchissement de 5540 sur le CAC à moyen terme pour avoir une confirmation de la tendance haussière de moyen terme. Tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, on reste coincé dans une consolidation entre 5220 et 5540. À noter juste le RSI qui pour le moment continue de bien se comporter puisqu'il trouve une zone de support dans le voisinage des 50 points. Ça préserve la lecture haussière. On est juste repassé cette semaine
au-dessus des 60, c'est pas mal. Il faudrait qu'on reste, vous le voyez, au-dessus de ce niveau ici pour garder au moins un avis neutre de moyen terme en fonction du point de vue du RSI sur le CAC. Alors, quand on regarde à court terme, on voit donc cette résistance à 5540 qui a donc généré des opérations de vente hier et aujourd'hui. C'est un petit peu légitime puisqu'on a un marché qui est monté en quasi ligne droite 5 séances d'affilée. J'identifie cette zone à 5430, comme je viens de vous le dire, comme une zone potentielle d'achat puisque c'est la zone à l'intérieur de laquelle le marché est resté confiné pendant la majeure partie du mois de novembre et de décembre, et que cette résistance devient potentiellement une zone de support. Par ailleurs, on voit qu'on a une moyenne mobile à 10 périodes qui vient ici jouer un rôle potentiel de support dynamique qui passe également dans le voisinage des 5430. Donc, si on avait encore un petit peu de pullback sur le CAC et qu'on revenait dans cette zone, on pourrait tout à fait envisager l'ouverture d'une position longue. C'est un niveau d'achat qui, à mon avis, est surveillé par les opérateurs pour pouvoir accompagner le mouvement ascensionnel sur le CAC. Quand on regarde l'ADX, on a évidemment un ADX qui est très faible, c'est normal, il n'y a pas de tendance pour le moment sur l'indice parisien. Un DI+, qui est passé au-dessus du DI-, donc c'est plutôt bon signe. Là, il est en train de repartir dans l'autre sens, mais bon, c'est normal si on retourne sur la zone des 5430. Et puis, un RSI qui est arrivé sur la zone de surachat, qui n'est pas passé dans cette zone, qui reflue juste en dessous. Typiquement, il serait de bonne aloi de voir un RSI retourner dans cette zone entre 55 et 60 avant de repartir à la hausse, voire bon, on peut aller jusqu'à 50. En tout cas, si on a un repli sur le prix, on peut avoir un RSI qui retourne sur la zone des 50. Rien d'alarmant pour le moment. Alors, le niveau qui va nous montrer qu'il y a effectivement un courant vendeur un petit peu plus puissant qu'anticipé, c'est si effectivement on retourne sous les 5430. Pour le moment, ce n'est pas le scénario central que j'ai. Je continue de penser qu'on devrait avoir des opérateurs qui se regroupent autour de cette zone 5400, 5430 pour relancer la dynamique haussière et par conséquent des opérations d'achat qui devraient soutenir l'indice parisien. C'est en tout cas le scénario que je privilégie pour le moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. En synthèse, on a du mal à dépasser cette zone de résistance à 5540. Ce n'est que sur l'inscription d'un nouveau sommet et sur le dépassement donc du précédent qui date du début du mois de novembre que nous aurions une confirmation de la tendance haussière de moyen terme et qu'à court terme, on aurait, vous le voyez, donc une impulsion avec un dépassement et le début d'une séquence directionnelle avec des creux et des sommets ascendants à court terme. C'est ce qu'il nous faut pour pouvoir anticiper des cibles qui sont plus hautes. Voilà la lecture hebdomadaire habituelle sur le CAC 40. On peut maintenant passer à la question de l'un de nos auditeurs la semaine dernière, qui était comment on voit les choses sur le CAC 40 pour cette année. Alors, le premier élément que j'aimerais porter à votre attention, c'est que, encore une fois, je le précise, les éléments que nous allons regarder ensemble nous permettent d'échafauder un scénario. Ce n'est qu'un scénario, c'est-à-dire qu'il peut se passer énormément de choses qui font que la structure qui est actuellement haussière sur le CAC 40 va s'invalider. Alors typiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir un risque géopolitique qui perturbe la confiance des investisseurs dans les actifs cycliques et qui va faire qu'ils vont rechercher des sous-jacents qui sont plus liés à l'aversion au risque. Ce qui peut se passer également, c'est que même si ce n'est pas encore une fois mon scénario privilégié, qu'on ait un emballement des taux d'intérêt qui jette par conséquent un froid
sur l'appétit pour le risque, avec une inflation qui serait qui serait plus forte qu'attendue, et ça pourrait jeter un petit peu d'incertitude. C'est pas mon scénario central, puisque les taux sont tellement bas que je pense que de l'inflation qui arrive sur le marché, c'est au contraire une validation de la reprise économique. Mais si vraiment le taux, par exemple, à 10 ans aux États-Unis dépassait les 3% et qu'il avait un élan qui continuait après ce franchissement, ça pourrait faire un petit peu peur aux opérateurs. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Et attendez, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas le scénario que je privilégie et par conséquent, je pense qu'on va rester sur une tendance qui reste haussière sur le CAC 40 pour 2018. Alors, quand on regarde le premier chart que j'ai mis donc à l'écran, la première chose qu'on voit, c'est que on est sur un marché qui vient d'inscrire un nouveau sommet dans une structure qui est donc haussière. Donc, on est sur un marché qui, depuis 2012, c'est-à-dire même début 2012, est en progression. Et on pourrait même dire que c'est depuis 2009 que le CAC progresse, même si effectivement, on a eu un pullback extrêmement important en 2011. Mais en tout cas, on voit qu'on a moins de volatilité depuis 2012 et qu'on est donc sur une séquence plutôt de progression avec donc des creux et des sommets qui sont tous ascendants. La deuxième chose qui est intéressante de noter, c'est qu'il y a une oblique baissière qu'on peut tracer à partir du sommet de 2000. Premier point, deuxième point, troisième point ici de contact de cette résistance baissière. Donc, c'est à ce moment-là seulement que ça devient une résistance. Et j'y accordais pas énormément d'importance, sauf que récemment, en 2017, on voit que quand le marché a franchi cette oblique, eh bien, la consolidation qui a suivi derrière s'est arrêtée sur cette résistance qui est devenue support. Et ça s'est également, il y a eu cette pression vendeuse qui s'est également arrêtée avec, vous le voyez, ce sommet ici de 2015, qui était donc potentiellement un support une fois dépassé. Et c'était exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ici, après le dépassement de ce sommet, on a des prix qui sont retournés, donc tester cette polarité. Donc on a un double niveau de support important, un petit peu au-dessus des 5000 points, oblique baissière et support horizontal, qui nous montre que c'est un niveau maintenant qui est vraiment important. Par ailleurs, une moyenne mobile exponentielle à 65 périodes, ici, qui joue le rôle de résistance dynamique. Et puis, une fois que le marché est passé au-dessus de cette résistance, en 2012, eh bien, on voit que les clôtures mensuelles ont toujours été au-dessus de cette moyenne mobile, qui par ailleurs est orientée à la hausse. Donc, on a une structure haussière, on a un dépassement de résistance et on a une moyenne mobile qui est haussière. Donc, c'est le premier chart qui est intéressant pour effectivement affirmer que nous sommes sur le CAC 40 en présence d'un indice qui est en tendance et qui est dans une tendance donc qui est haussière. On continue donc cette analyse du CAC 40 où là, vous voyez, j'ai mis un canal pour vous montrer en fait les bornes hautes et basses de progression du CAC 40, puisque vous le voyez, on a une oblique haussière qui démarre en 2010, qui a été testée avec succès en 2015, et puis du point de vue des supports, on a en 2009 un premier point de contact sur la zone des 2500 points, et puis on a un deuxième contact ici en 2012, ce qui fait qu'on avait à cette période, vous voyez ici, 2 points bas et 2 points hauts qui commençaient à former un canal. Ce canal, il a été donc validé avec le troisième point ici, en 2015. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le CAC est en train d'évoluer
à l'intérieur de la partie supérieure du canal. Vous voyez que dans la partie inférieure, il n'y a aucun échange. On a un indice qui se véhicule, qui se meut à l'intérieur donc de la partie supérieure du trading range. Et dans la partie supérieure de ce pas du trading range, de ce canal haussier, on a des prix qui sont également dans la moitié supérieure. Autrement dit, un CAC 40 qui est dans le quart supérieur du canal ascendant. Donc, c'est évidemment un signal de force, c'est un signal qui nous montre qu'il y a du momentum sur l'indice et qu'il y a donc une véritable appétence de la part des investisseurs pour l'indice parisien. On voit également qu'on a des moyennes mobiles 34 et 65 qui sont bien alignées et qui sont haussières. Autrement dit, deuxième confirmation de la tendance haussière du CAC et du momentum qui est actuellement en vigueur, c'est le positionnement des cours dans le quart supérieur du canal avec des moyennes mobiles qui sont alignées et qui sont elles aussi donc orientées à la hausse. Alors, le point que j'aimerais là vous montrer, c'est l'objectif possible, puisque je vois qu'il y a une question, mais je vais juste, oui, continue. Je vais juste terminer la démonstration. On a un indice qui devrait donc continuer de progresser et qui va se retrouver, quand il sera dans la zone des 5800 points, à la fois au contact de la borne haute du canal. Donc, on sait que ce sont des zones de prise de profit potentiel. Et par ailleurs, il y a cette zone de résistance qui date de 2016 entre, pour simplifier, 5800 et puis 6180. C'est-à-dire que quand le CAC 40 va arriver dans cette zone ici, je doute qu'il soit en mesure d'aller beaucoup plus haut. Quand on regarde le prix de clôture du CAC au 30 décembre 2007 et qu'on envisage l'objectif à 5800, 5850, ça nous laisse une progression de l'indice d'environ 10%, ce qui est à peu de choses près ce qui s'est passé cette année, et qui est en ligne avec les performances du CAC, les performances positives du CAC lorsqu'il l'est ces dernières années. Donc, une progression de 10% ne me paraît pas fantaisiste. Un retour sur la borne haute du canal avec le contact de cette zone de résistance me semble être une zone de prise de profit intéressante à envisager si effectivement on retourne, et je pense qu'on va y retourner, sur cette zone autour des 5800 points. Alors, le dernier élément, à moins qu'il y ait une question. Oui, il y avait une question en fait. Déjà un verre d'eau pour toi. Merci. Donc, il y a Henri qui pose la question, peut-on identifier des vagues d'Elliott en fait? Oui. Alors, on peut identifier des vagues d'Elliott. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Que quand on regarde le CAC à long terme, c'est-à-dire depuis 2000, on est en consolidation. Puisque, je le rappelle, on est toujours sur le CAC 40 sous les niveaux qui ont été atteints en 2000 et fin d'année 2000. Donc, ce sont des niveaux qui correspondent à peu près à 6500 points, 6600 points. On est toujours en dessous. Donc, déjà, on est dans une séquence qui est corrective sur l'indice depuis maintenant une vingtaine d'années. Le deuxième point, c'est que quand on est dans un contexte correctif sur un actif, c'est toujours très compliqué, a priori, de faire le bon décompte des vagues d'Elliott. Pourquoi? Parce que je pourrais vous dire que ça, c'est une A, ça, c'est une B, ça, c'est une vague C, autrement dit, la consolidation est terminée, et puis là, on repart à la hausse avec une vague 1, une vague 2, ici on a fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est une 3, on a corrigé en ABC, ABC, c'est une 4, et là, on est en train de faire une 5 qui va donc potentiellement terminer sur les 6000 points, 5008, 6000. Le problème, c'est qu'on peut aussi dire que
on a une A, B, C, et là, c'est une A qui a été terminée. On est en train de faire une B qui va se terminer toujours vers les 6000 points, et derrière, il y aura une C qui sera, là encore, un assemblage de vagues correctives et impulsives. C'est pour ça que c'est très compliqué de tirer des conclusions avec Elliott qui soient suffisamment fiables pour pouvoir bâtir toute une stratégie dessus. Moi, ce que j'aime, c'est faire un décompte elliotiste et voir si j'ai d'autres arguments, d'autres éléments techniques qui vont venir conforter la lecture que j'ai. En tout cas, si on met de côté cette grande vague de consolidation depuis 2000 et qu'on se concentre sur celle qui a débuté depuis 2009. C'est quand même donc ça fait 9 ans maintenant qu'on est dans un marché qui est haussier. On identifie, en tout cas j'identifie, je le répète, une séquence haussière en 5 temps, 1, 2, 3, 4, et on est en train de faire la 5e vague. Cette 5e vague devrait terminer dans le voisinage des 5008, 6200 points. Peut-être qu'elle va arriver sur 5008 pour 2018 et qu'il y aura un résidu haussier pour aller un petit peu plus haut début 2019. Peut-être qu'on va faire les 5850 points au premier semestre 2018 et puis que derrière, il va y avoir une conso. Et encore une fois, il me semble que à partir du prix de clôture de 2017, il y a un potentiel haussier sur le CAC d'environ 10%. Cela dit, ça ne veut pas forcément dire que ce potentiel va être atteint à la fin du mois de décembre 2018. Peut-être qu'il va y avoir un premier semestre extrêmement tonique sur les indices actions et une deuxième année beaucoup plus compliquée. Donc, en tout cas, on devrait a priori continuer de progresser et terminer, pour répondre à notre auditeur, terminer la vague 5 qui est actuellement en cours. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir pour le moment sur le CAC 40. On va passer à toujours l'analyse mensuelle du CAC en regardant les indicateurs techniques. Alors, vous le voyez, j'ai remis, c'est le même chart, j'ai remis l'objectif ici à 5800, 6000 points. Ce que j'aimerais vous montrer dans un premier temps, c'est le rate of change. Alors, le rate of change, c'est un indicateur technique de momentum qui indique la progression en pourcentage d'un sous-jacent par rapport à un nombre de périodes déterminées dans le passé. Donc là, vous voyez, j'ai pris un rate of change de 24. Puisque c'est un chart mensuel, cela veut dire que c'est un rate of change de 24 mois. Ça veut dire que quand il indique 24,62, cela signifie que le CAC 40 est 24% plus haut que là où il était il y a 24 mois. Okay ? Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce rate of change? On voit d'abord que depuis 2013, il n'est jamais repassé sous zéro. C'est un élément extrêmement important parce que ça veut dire que parfois, on peut avoir un indice qui consolide, mais à aucun moment, sur 24 mois, on a eu un indice, un rate of change qui est passé négatif. Quand on a ce ROC qui décroît, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la vitesse de progression du CAC est en train de baisser. Mais on reste toujours dans une dynamique qui est positive. Si en revanche, on passe sous zéro, alors ça signifie qu'on est sur un marché qui potentiellement donne des signes de retournement. Après, il va falloir valider avec le prix. Donc, premièrement, on a un rate of change qui, depuis 2013, est toujours positif. Il a pas mal traîné
Et vous voyez autour de zéro pendant 2016, pendant la majeure partie de 2016 et 2017, mais là, il repart à la hausse. Il est en pleine accélération. Regardez, on a maintenant ici un sommet qui est plus haut que le précédent et on a le dernier sommet qui est plus haut que l'avant-dernier. Autrement dit, on a une progression qui est en pleine accélération. C'est pour ça que j'ai confiance, relativement confiance. Je vous répète que l'analyse technique et le trading, ce n'est qu'une affaire de probabilité, jamais de certitude. Donc, quand j'ai un rate of change qui est en pleine accélération haussière en mensuel, cela me montre qu'il y a une accélération de la vitesse de progression. Donc, a priori, ça veut dire qu'on a du momentum et qu'on devrait donc continuer d'assister à l'appréciation des cours. Quand on regarde le RSI en 14 périodes, on voit qu'il est proche des niveaux de surachat qui étaient ceux qui ont caractérisé toute la hausse de 2013 et de 2015. Autrement dit, on a un RSI qui est fort et qui est en train de repartir à la hausse. Donc, une progression sur le CAC 40 jusqu'à 5800 points n'est peut-être pas ce qui va se passer dans les faits, mais en tout cas, c'est le scénario central que pour le moment je conserve et sur lequel je construis donc mes scénarios sur d'évolution sur des horizons de temps plus restreints. Le niveau qui ne doit pas être enfoncé pour garder cette lecture haussière, vous le voyez, c'est sur les 5000 points. Parce qu'on avait ce sommet qui devient support. On a une moyenne mobile à 20 périodes là qui passe également dans le voisinage, mais c'est surtout la structure haussière, puisque à partir du moment où on a un sommet qui devient un support, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une tendance. Ça veut dire qu'on est en présence d'un actif qui est dans une structure tendancielle confirmée et qui, à moins de repasser sous ce niveau important, va conserver cette physionomie de tendance haussière. Donc, ce niveau, il est vraiment important parce qu'il ne doit pas être réintégré. Et quand on regarde le chart précédent où je vous remets cette oblique baissière qui passe également à 5000 points, c'est vraiment important pour conserver une lecture haussière sur le CAC 40 d'avoir des cours qui restent au-dessus des 5000 points. Si on doit assister à une réintégration des cours au-dessous de 5000 points, alors ça va vraisemblablement être préjudiciable à la continuation haussière sur le CAC, puisque du coup, on aurait un creux qui serait plus bas que le précédent, et donc ça voudrait dire qu'on rentre en consolidation, et donc que vraisemblablement, on n'ira pas chercher les 5800 points. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC. Donc maintenant, concrètement, le target pour 2018, pour parler de manière très pratique, c'est le retour sur 5850. C'est ce sommet de début de l'année 2008. On devrait continuer de progresser tout au long de l'année vers ce target. Encore une fois, le niveau qui invalide ce scénario haussier, c'est si on casse le dernier creux, c'est-à-dire qu'on repasse sous 5000 points. Si effectivement on a un CAC 40 qui retourne dans cette zone de consolidation précédente, alors ça veut dire qu'on a des acheteurs, ou plutôt qu'on a des opérateurs qui ont évolué dans leur psychologie d'appréciation sur le potentiel de hausse du CAC et qu'on a un risque baissier ou en tout cas de consolidation qui se profile. Donc, positif pour 2018, tant qu'on reste au-dessus de 5000 et on vise 5850. C'est un target qui me paraît raisonnable, atteignable dans le courant de l'année. La vitesse, je ne la connais pas. Est-ce qu'on va atteindre le target rapidement, c'est-à-dire d'ici juin, et puis derrière, on va consolider
sans avoir beaucoup de potentiel d'appréciation, c'est une possibilité. Le deuxième scénario, c'est qu'on atteint 5850 et puis qu'on monte un petit peu plus haut vers 5900, voire 6000 points. Et puis, le troisième scénario, c'est qu'on va arriver sur cette zone et puis derrière, on va repartir à la baisse pour consolider avant de repartir et de franchir de manière significative 5850. Est-ce que vous avez des questions sur ce scénario 2018 sur le CAC ou est-ce qu'on peut continuer? Il y a Henri qui dit juste la hausse 96 jusqu'au 2000 est impressionnante, 6000 points en 5 ans. On est d'accord avec Henri, c'est Absolument. Voilà. Voilà, donc j'ai en tout cas une lecture qui reste positive au-dessus de 5000 points sur le CAC 40. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec la requête d'Alexandre sur le secteur de l'énergie. Alors, Alexandre nous posait la question, est-ce qu'on a un secteur qui est en train de repartir en surperformance? À l'écran, vous avez en haut l'indice énergie du Stoxx 600 et en bas, vous avez le ratio du secteur oil and gas avec sur le Stoxx 600. Alors, l'année 2017, elle a commencé là. Si on regarde le secteur depuis 2017, comment vous analysez la progression des cours depuis le début 2017? Qu'est-ce que vous pensez de la performance du secteur énergie en 2017? Est-ce que quelqu'un a une opinion? Flat. Flat dit Pierre, Henri dit stable. Absolument. On a un secteur énergie qui est plat. Est-ce que le CAC 40, lui, il a été plat en 2017? Non. On vient de le voir ensemble, il a progressé de 10%. Donc, quand on a un indice qui ne fait rien et qu'il est divisé par un indice quand on a un sous-jacent, un actif qui ne fait rien et qu'il est divisé par un autre sous-jacent qui progresse, qu'est-ce qui se passe sur le ratio? Le ratio baisse. Ça veut donc dire que vous pouvez tout à fait avoir un ratio de force relative, et ça c'est très important à comprendre, qui est baissier sans pour autant avoir un actif qui l'est. Prenons l'exemple suivant. Vous avez un actif qui est flat. Là, on voit que le secteur énergie, il a baissé. Mais imaginons que le secteur énergie, il ait vraiment été totalement flat et qu'on ait eu un Stoxx 600 qui, lui, a monté. Eh bien, on a un ratio qui va baisser. Ça veut donc dire que ce n'est pas intéressant d'être sur les valeurs énergétiques parce qu'en fait, dans leur ensemble, elles sont restées flat, alors que d'autres valeurs, elles, faisaient progresser l'indice. Donc, les ratios sont intéressants parce qu'ils vous disent si c'est judicieux ou pas d'allouer votre argent sur le secteur en question. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2017 sur le secteur énergie, on voit qu'il n'y avait strictement aucun intérêt à posséder le secteur, par exemple, via un ETF, entre janvier et juillet, puisque le secteur ne faisait rien, alors que d'autres secteurs étaient, eux, en surperformance. Donc ça, j'espère que vous comprenez bien ce concept, parce que ça va vous permettre de décider par vous-même, en faisant des ratios, de savoir quels sont les secteurs qui sous-performent et quels sont les secteurs qui surperforment. Typiquement, vous pouvez aller sur un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle ProRealTime. C'est de ce logiciel que ces charts sont extraits. Et vous pouvez, sur ProRealTime, de manière totalement gratuite, faire vos propres ratios entre des secteurs, des actions, avec des secteurs ou le marché. Donc, je vous encourage vraiment à commencer à réfléchir quand vous avez des problématiques liées à de l'allocation d'actifs ou que vous cherchez des valeurs que vous voulez mettre donc,
en portefeuille sur des horizons de temps de 6 mois, 9 mois, etc., de voir si le secteur auquel appartient la valeur est un secteur qui sous-performe ou qui surperforme. Alors, attention, vous pouvez tout à fait avoir un secteur qui sous-performe et avoir une action qui va surperformer. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas scientifique. C'est simplement de bien comprendre qu'en tant que groupe, l'ensemble des valeurs énergétiques n'a rien fait sur 2017 pendant le premier semestre. Vous pouvez trouver des exceptions, évidemment. Mais si vous trouvez une valeur qui vous intéresse et que vous avez envie d'investir dessus et que vous avez un secteur énergétique qui sous-performe, vous pouvez le faire, mais vous le savez en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vous vous dites, moi j'ai des bonnes informations fondamentales, techniques sur cette valeur, je pense qu'elle va surperformer, mais je suis conscient qu'elle est placée au sein d'un secteur qui ne fait rien. Et donc, ça va vous permettre de jouer un petit peu sur l'allocation en comprenant bien où est-ce que vous mettez les pieds. N'achetez pas dans la première partie de 2017 une valeur sur le pétrole en pensant que ça va cartonner et qu'elle va monter de manière absolument incroyable alors qu'elle est lestée, qu'elle est alourdie par ailleurs par un secteur qui, lui, ne fait rien. Donc, c'est comme ça que les gérants, enfin que certains gérants réfléchissent. C'est ce qu'on appelle l'approche top-down, c'est-à-dire que vous commencez par regarder les secteurs qui surperforment et quand vous avez compris quels sont ceux qui surperforment, alors vous allez chercher quoi? Vous allez chercher les valeurs qui surperforment le secteur. Et donc, vous allez identifier des valeurs qui surperforment un secteur, qui surperforment le marché. Et là, pour le coup, vous avez le maximum de chances, de probabilités pour avoir une valeur qui va jouir d'un très fort momentum et donc qui va bien progresser. Et là, il y a Henri qui a une question. Quel est le niveau de ratio qui permet de dire que le secteur est fort ou très fort? Alors, ce n'est pas le niveau de ratio. Ce n'est pas important le niveau de ratio. Ce qui compte, c'est ce que fait le ratio. C'est-à-dire que quand on regarde le secteur oil and gas à partir de juillet, on voit que ce ratio est en train de progresser. Ça veut dire que si le CAC, si le Stoxx 600 baisse et que le secteur ne baisse pas, le ratio va monter. Et si le Stoxx 600 monte, ça veut dire que le secteur monte plus vite. C'est ça ce que nous dit le ratio. Donc, Alexandre, qui nous pose la question, il a raison de poser la question, parce que c'est vrai que 2017, à partir de juillet, on a un secteur énergie qui surperforme le Stoxx 600. Pour autant, on est encore sous un niveau de résistance qui est important. Vous le voyez que j'ai identifié ici entre ce sommet et ce sommet. C'est-à-dire qu'on va avoir vraisemblablement un secteur qui va continuer de surperformer. En tout cas, on n'a pas sur le ratio de figure de retournement. Et je prends cette occasion pour vous signaler que tous les outils techniques que vous utilisez habituellement fonctionnent très bien sur les ratios. Donc, on a un ratio qui montre que depuis juillet, c'est intéressant de se positionner sur le secteur énergie. Pour autant, il faudra dépasser ce niveau de résistance ici, cette zone de résistance, pour avoir effectivement une surperformance durable, parce qu'on peut tout à fait avoir une surperformance qui s'arrête sur cette zone entre moins 0,2 et moins 0,170. Alors, par ailleurs, on retrouve en fait cet obstacle pour la progression sur le secteur lui-même, puisque là aussi, j'ai tracé une zone de résistance, vous le voyez, entre 329 et 344. On a effectivement une zone qui pourrait être l'occasion pour les opérateurs, en tout cas ceux qui sont acheteurs sur le secteur depuis juillet, de prendre leurs bénéfices. Donc, en synthèse, sur les secteurs oil and gas, Alexandre, on est effectivement sur un secteur qui surperforme, mais dont la surperformance pourrait s'arrêter
parce qu'on arrive à la fois sur le prix et sur le ratio dans une zone de turbulence qui va être difficile à dépasser, mais si elle l'est dans le courant 2018, alors c'est non seulement un élément de soutien pour le secteur oil and gas, mais c'est également un élément de soutien pour le CAC 40. Le risque, c'est de voir, je le répète, le secteur continuer de progresser, mais retourner en sous-performance à l'intérieur de cette zone, et là, de ne pas être en mesure de dépasser la zone. Est-ce que, alors quelqu'un nous dit ProRealTime payant chez Bourse Direct. Écoutez, je ne sais pas si ProRealTime est payant chez Bourse Direct. Ce que je peux vous dire, c'est que ProRealTime est gratuit si vous ouvrez directement sur le site web ProRealTime un compte et que vous travaillez à partir de là. Alors évidemment, si c'est gratuit, vous n'avez pas de temps réel. Là, pour le coup, il faut aller sur d'autres sites, Investing, enfin, il y en a plein. Mais pour mettre en œuvre cette méthodologie de division d'un actif par un secteur ou d'un actif par un autre actif, eh bien, c'est gratuit si vous acceptez des prix end of day, donc sur l'actif. Quand on fait des ratios en weekly, vous comprenez que avoir des prix de clôture, ça nous suffit largement. Alors, on va continuer donc rapidement avec différentes valeurs. La première, c'est Bourbon. Donc, on est là sur un titre qui était dans une tendance haussière avec une moyenne mobile à 34 périodes qui est testée actuellement. On a fait un plus bas sur 6,70 et on a maintenant un cours qui est en train de dépasser le précédent sommet dans la baisse. Autrement dit, la dynamique baissière de moyen terme est potentiellement en train de se stabiliser, voire de se retourner, puisque vous le voyez, on a fait un sommet plus haut que le précédent. Autrement dit, la séquence creux et sommet baissière est interrompue avec un sommet qui est haussier. Alors, ça ne veut pas dire que Bourbon va se retourner à la hausse. Cela signifie simplement que on a une pression baissière qui est en train de perdre son dynamisme et qu'on a un actif qui est en train de se stabiliser. Quand on regarde le chart à court terme, je vous ai mis ici une lecture en Ishimoku parce que j'ai envie de commencer à vous montrer cette méthodologie de travail. Donc, quand on regarde le chart en court terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit un RSI qui est suracheté. On voit un DI+, qui est suracheté. On voit un ADX qui est en train de décoller. On voit un prix qui a dépassé le précédent sommet et on voit surtout, premiers éléments d'information sur Ishimoku, un prix qui est au-dessus de la lagging span et de la Kijun, un prix qui est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, avec une lagging span qui est ici totalement libre de toute entrave pour sa progression. Ça veut dire que sur Bourbon, on est vraisemblablement sur un titre qui a fini de baisser. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va se stabiliser avant de progresser à la hausse ou est-ce que ça va progresser directement? En tout cas, ce que le chart de court terme nous montre, c'est qu'on a effectivement une très belle progression qui s'est mise en place. Et au vu de ce qui se passe sur l'ADX et sur le RSI, je pense qu'on pourrait avoir une continuation haussière sur le titre. Vers où? Typiquement, vers 8,78, c'est la prochaine zone de résistance. Donc, on a un titre qui est en train de se stabiliser et potentiellement de se retourner. Quand on regarde maintenant Morel et Prom, à moyen terme, on est à l'intérieur d'un trading range entre 4,29 et 3,24. On est au milieu du range et on a, vous voyez, cette petite résistance intermédiaire à 3,92 qui est travaillée et qui, si elle était dépassée, permettrait au cours d'aller vers la zone des 4,29.
Alors, là encore, je pense que c'est possible qu'on y aille parce qu'on a un RSI hebdo qui a trouvé une zone de support à 40, qui est en train de tester la borne de surachat. À mon sens, cela signifie qu'on a des probabilités de voir Morel et Prom retourner sur la zone des 4,29. En tout cas, le niveau qui invalide cette lecture haussière avec ce franchissement de résistance, eh bien vous le voyez, c'est sous les 3,50. Quand on regarde Morel et Prom à court terme, on retrouve ce niveau d'invalidation à 3,50, 3,45. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est actuellement en train d'assister au franchissement de cette résistance à 3,83, 3,86, qui correspond, vous voyez ici, là, c'est 3,92. Donc, cette petite zone de résistance, elle est dépassée. Et donc, on a, vous le voyez, un dépassement, et puis là, des acheteurs qui sont un petit peu hésitants. Malgré tout, on voit bien les mèches basses qui viennent à chaque fois se former, qui montrent que dès qu'on retourne vers 3,86, on a des acheteurs. Donc, on a, a priori, Morel et Prom à court terme qui est en train d'échafauder un mouvement haussier qui pourrait le ramener sur 4,29. J'aime sur Morel et Prom l'ADX qui est en pleine accélération haussière, le DI+, qui est positif, très au-dessus du DI-, et puis ce RSI qui est suracheté. Autrement dit, j'anticipe sur le cours une continuation de la hausse. J'ai tort ou, parce que quand on fait un scénario, il faut toujours se poser la question centrale, quel est le prix qui me montre que j'ai eu tort? Parce qu'en fait, il est là votre risque. En l'occurrence, j'ai tort. Si on retourne sous 3,73, ça veut dire que l'impulsion que vous voyez ici serait brisée, serait abîmée. Et par conséquent, si on casse 3,73, ça veut dire qu'on a des chances de retourner sur 3,60 et que par conséquent, on reste en consolidation. Donc, en synthèse, à court terme sur Morel et Prom, a priori, les indicateurs techniques nous montrent que ça devrait continuer de progresser. Cette progression est invalidée si on casse 3,73. Valourec. Alors là, vous le voyez sur Valourec, on a un graphique tout à fait intéressant à moyen terme, puisqu'on a eu une première phase de progression entre 2016 et 2017. Valourec a consolidé pendant toute l'année 2017 et on est sorti du canal baissier. Qu'est-ce qui est intéressant sur le titre? Ça fait 2 semaines, 1 semaine et demie qu'on est sorti du canal baissier. 2, on a des belles bougies blanches qui nous montrent qu'il y a de l'appétit pour le risque. 3, on a dépassé la zone de résistance intermédiaire un petit peu au-dessous de 5,50. 4, on a une moyenne mobile qui a été largement dépassée. Elle était résistance, elle va jouer maintenant potentiellement le rôle de support. 5, on a un RSI hebdo qui arrive en zone de surachat. Autrement dit, là aussi, sur Valourec, techniquement, j'attends plus de hausse, plus d'appréciation des cours, vers où 6,48,50, c'est-à-dire la première zone de résistance. Qu'est-ce qui invalide à moyen terme cette lecture haussière? Eh bien, c'est si, dans un premier temps, si on casse 5,02, ça veut dire qu'on retourne dans le range, mais surtout si on casse 4,11, alors là, ça veut dire vraiment que, en fait, c'était une fausse sortie et qu'on retourne vers le bas du canal baissier. Ce n'est pas mon scénario préféré. Mon scénario central, c'est la continuation haussière vers 6,48. Quand on regarde à court terme Valourec, très grosse impulsion, puisqu'on est passé de 4,21 à presque 6 euros. Là aussi, un mouvement directionnel qui est en train de prendre de l'ampleur, un RSI qui est suracheté, des prix qui sont au-dessus d'une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes, qui ont dépassé la résistance intermédiaire à 5,21. C'est tout bon pour Valourec à court terme. Alors, c'est tout bon, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut acheter le titre maintenant, parce qu'on est très très loin du support. Mais ça veut dire que pour tous ceux, s'il y en a parmi vous, qui sont positionnés sur le titre, ça devrait a priori continuer de progresser parce qu'on a des acheteurs qui maîtrisent le contrôle des échanges. S'il y avait un pullback entre 5,50 et 5,21,
ça serait une opportunité, peut-être, de rentrer long sur Valourec avec un niveau de stop, vous voyez, autour de 4,50, c'est-à-dire qu'on a eu ici un petit gap haussier. Il ne faut pas que ce gap soit réintégré. Donc sur Valourec, à court terme, je pense que on va évidemment corriger parce que vous savez très bien que les prix ne progressent pas en ligne droite. Il va y avoir des pullbacks. À mon avis, ce seront des opportunités pour rentrer sur le titre. Typiquement, le prix idéal, c'est autour de 5,21. Pourquoi? Parce que c'est la polarité, c'est la résistance du trading range qui devient support. On va regarder maintenant Netflix. C'est Myriam qui nous pose la question. Bah, écoutez, là aussi, hein, magnifique tendance haussière sur Netflix. Une moyenne mobile à 34 périodes qui vient bien arbitrer les creux. Un nouveau sommet qui vient d'être inscrit. Bon, c'est tout bon hein, sur Netflix pour le moment. Alors, quand je vous dis c'est tout bon, ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a aucun souci à se faire et que ça va forcément continuer de progresser. Je le répète, parce que c'est vraiment un mantra qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on est sur les marchés, ne jamais raisonner en termes de certitude. Jamais. Il peut toujours y avoir un incident de parcours pour un titre, un incident de parcours pour un indice. Excusez-moi. Et par conséquent, quand je vous dis que c'est tout bon, ça veut simplement dire que 1, on a une structure qui est haussière, 2, on a du momentum, 3, on n'a pas de figure de retournement qui se met en place. Donc, a priori, c'est ce que nous dit en tout cas l'analyse technique. Tant qu'on n'a pas la preuve du retournement d'une tendance, on doit prendre le parti de la continuation de cette tendance, en l'occurrence, la continuation haussière. Le prix qui invalide cette tendance haussière, il est situé entre 176 et 163. C'est une zone, c'est-à-dire que si on retourne entre les deux, à 165, ma tendance haussière, elle n'est pas invalidée. Elle est véritablement invalidée si on casse en hebdomadaire 163. Là, pour le coup, ça sera une rupture de ce support, de ce creux, à partir duquel la tendance s'est mise la tendance haussière s'est remise d'aplomb. Si on devait progresser, par exemple, jusqu'à 240, alors évidemment, le niveau qui invalide la tendance haussière, il est à 176. Mais je considère qu'on ne s'est pas suffisamment éloigné pour le moment du précédent sommet pour garder 176 comme invalidation. La vraie invalidation pour le moment, c'est 163, c'est sous 163 à moyen terme. Et si on arrive dans la zone des 230-240, on montera le niveau d'invalidation sur 176. Quand on regarde Netflix à court terme, là encore, très belle accélération haussière, des moyennes mobiles qui ont croisé, c'est normal puisqu'on était à l'intérieur d'un range, des cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. Je vous rappelle que 10 périodes, c'est 2 semaines, puisqu'il y a 5 jours ouvrés dans une semaine. Donc, on a des prix qui sont très largement au-dessus. Ça veut dire qu'on est dans un momentum de court terme qui est puissant, un ADX qui est en train d'arriver sur la zone des 40. Ça veut dire qu'on a un mouvement directionnel qui est puissant et qu'on a de l'optimisme sur le titre, un RSI qui est lui aussi suracheté. Là encore, Netflix est dans une dynamique confirmée de hausse. Le premier target, c'est 227 à court terme. L'invalidation, c'est sous 188. Si on retournait sur la zone des 205 sur Netflix, ça serait une zone potentielle d'achat. Voilà ce qu'on pouvait dire, chers auditeurs, sur les différents marchés sur lesquels vous nous avez interrogés. Est-ce que vous avez des questions? En fait, il y a des questions, pas de nouvelles questions, en fait, parce qu'on a toujours Hervé qui aimerait bien avoir General Electric. On a eu Pascal avec SAP et les DAX encore avant Hervé. Et dernièrement, il y a Philippe qui nous demande de donner notre avis, ou plutôt l'avis de Laurent sur Altis. Bon. Donc, si... Alors, on va déjà regarder General Electric. Alors, bon, quand on regarde l'évolution, voilà, je vous mets un petit peu l'historique. Voilà, depuis 2009, on a eu
un retournement baissier sur le cours pendant toute l'année 2017. Il y avait un premier niveau, résistance, résistance, zone de support à 20,79 et on est allé chercher les 17 $. Hein. Donc, on est très largement en dessous. Donc, à mon sens, sur le titre, on est maintenant dans une dynamique forte de dépréciation, puisqu'on est passé quand même de 32,50 à 17,50. Ça fait quand même pas mal de dépréciation. Et puis surtout, on a cette cassure du support. Alors, depuis 2 semaines, on est en reprise technique. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on a des opérateurs qui débouclent peut-être des positions vendeuses sur 17,50. Donc, vous savez que quand on déboucle une position vendeuse, on rachète le marché. C'est les premières opérations d'achat. En tout cas, le fait qu'on ait dépassé, vous voyez, ce premier petit niveau à 18,60, ça veut dire qu'on est maintenant en phase de rebond technique. Alors, jusqu'où ce rebond pourrait aller? Typiquement vers 19,65, 20, 79, c'est-à-dire cette zone. Si vous êtes intéressé par General Electric, c'est effectivement votre droit, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes contrarien. C'est-à-dire que vous vous mettez devant une dépréciation très significative et que le pari que vous faites, c'est que la baisse est terminée. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort. Ou peut-être que en fait, le marché va vous donner tort, ou plutôt ne va pas réellement vous donner tort ni raison. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si quelqu'un est intéressé par un achat sur General Electric, il est intéressé parce qu'il pense que le cours va s'apprécier, parce qu'il pense qu'on a fait un bottom à 17,40. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on ne va jamais baisser sous 17,40. Mais ce qui est peut-être également vrai, c'est qu'on va se mettre à consolider latéralement. Autrement dit, vous avez raison de penser qu'on ne va pas aller sous 17,40, mais vous avez tort de penser qu'on va s'apprécier parce qu'on peut tout à fait, et c'est fréquent sur les actions, construire une base de latéralisation qui va en fait témoigner du retour des investisseurs sur le marché. Et c'est au terme de cette base, de cette séquence d'accumulation, qu'il va y avoir potentiellement un nouveau élan haussier sur General Electric. Donc, peut-être que le bottom a été fait, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va fortement progresser sur les cours. Donc, si vous êtes intéressé par le titre, faites attention parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises à la hausse, c'est-à-dire tout de suite des forces de rappel baissières qui vont refaire partir le titre à la baisse et donc une consolidation qui va se mettre en place. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur General Electric à court terme, alors c'est vrai qu'on a dépassé ce niveau à 18,60, mais il y a un niveau de résistance très important à 20,43 et par conséquent, comme premier target, 20,50, 20,80, ça me paraît justifié. Plus haut, ça me paraît plus difficile. Alors, bon. Il y avait une question sur le DAX. Non, Pascal disait DAX et aussi SAP avant par email. Donc, alors, SAP, tu as trouvé non? Non, je n'ai pas SAP cette semaine. On regardera la semaine prochaine. D'accord. Ou le DAX, du coup? Alors, le DAX. Oui, alors le DAX, on peut le trouver. Alors, sur le DAX, en fait, vous vous souvenez tout à l'heure, sur le CAC 40, on était retourné près de cette zone de résistance. Et en fait, sur le DAX, on assiste à un indice qui est un petit peu plus faible, puisque le pullback, il a eu lieu bien avant. Il aurait dû avoir lieu sur 13 500, il a eu lieu sur 13 400. Ça veut dire qu'on est, vous voyez, sur le DAX, toujours dans un
en présence d'un actif qui consolide latéralement. Le niveau sur le DAX qui relancerait la dynamique haussière, ça serait sur le franchissement du précédent sommet, pardon. Autrement dit, le franchissement de cette zone à 13 500. Tant qu'on est sous 13 500, on est en consolidation sur le DAX. Consolidation latérale qui a débuté en octobre. Si on devait casser la zone de support autour des 12 800 points, alors ça voudrait dire qu'il y a un potentiel baissier qui s'ouvre avec un retour vers les 12 400 points. Pour le moment, ce n'est pas mon scénario central. Mon scénario central, c'est au vu de ce qui se passe sur la progression, on est dans une tendance haussière, on devrait arriver au pire à trouver du support sur 12 800 et on pourrait même trouver du support dans cette zone à 13 060. C'est une zone potentielle d'achat sur le DAX, cette zone à 13 000, 13 050, 13 060. On devrait a priori assister à un retour des acheteurs au contact de ce niveau et repartir à la hausse. C'est le scénario que moi je conserve pour le moment. Si effectivement ce scénario se révèle caduc, alors il faudra faire attention aux 12 800 points et la rupture du support. Voilà ce qu'on pouvait dire, chers auditeurs, sur le DAX. Alors, j'ai également une question de Jean-Paul qui nous dit « Laurent a été très vite sur Ishimoku ». Exactement. Alors… surtout, est-ce qu'on peut faire un peu plus la semaine prochaine, en fait? Alors, on peut regarder plus de charts ensemble sur Ishimoku, mais vous devez comprendre que ce que je vais vous dire ne va pas vous permettre d'utiliser Ishimoku de manière convenable. Autrement dit, moi je suis là et je vous ouvre des portes sur des outils d'analyse qui existent. Mais vous devez faire vous-même votre travail d'approfondissement des outils qui sont présentés dans ce webinaire pour comprendre comment les indicateurs fonctionnent. Donc, oui, on peut regarder un peu plus de charts en Ishimoku, mais cela ne vous dispense pas, si la méthode vous semble intéressante, de travailler par vous-même, parce qu'il n'y a rien de pire que de mal utiliser une méthodologie ou un indicateur. Il y a un moment, si vous voulez prendre de bonnes décisions d'investissement, il y a un moment où vous allez devoir travailler. Il y a un travail personnel qui doit être fait pour comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que c'est la formule du RSI? Quand vous comprenez quelle est la formule du RSI, et je vous assure qu'il faut démythifier tout ce qu'il y a autour des indicateurs techniques parce que c'est vraiment facile à comprendre. Ce sont des formules mathématiques qui sont faciles à comprendre, à la portée de tout le monde. Mais cela dit, il faut y consacrer du temps. Donc, vous allez beaucoup mieux utiliser le RSI si vous comprenez sa construction que si vous comprenez simplement qu'au-dessus de 70, c'est suracheté et en dessous de 30, c'est survendu. Et de la même manière, si on regarde ensemble Ishimoku, cela ne veut pas dire que vous serez en mesure d'utiliser Ishimoku simplement avec ce que je vais vous dire. Surtout pas. Si Ishimoku vous plaît, ça veut dire que vous devrez consacrer du temps. Comment? En achetant un livre. Lequel? On a la chance en France d'avoir une grande spécialiste d'Ishimoku qui s'appelle Karen Pelwal, qui a écrit un livre sur Ishimoku. Et si la méthode vous intéresse, eh bien vous devez acheter le livre, ou alors vous devez adhérer à la FAT, car on prête le livre aux adhérents. C'est tout l'intérêt de la bibliothèque de la FAT, c'est de ne pas acheter les livres et de se les faire prêter. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devrez forcément passer par un travail personnel pour prendre les bonnes décisions. Et ce que je vous dis, ce n'est pas lié à l'analyse technique. Ce que je vous dis, c'est lié à tout dans la vie. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous intéresse et si
cette chose-là, en l'occurrence, est un domaine sur lequel vous allez risquer votre argent, c'est encore plus justifié de travailler et de comprendre comment ça marche avant de risquer le fruit de votre dur labeur dans les autres activités et de perdre bêtement de l'argent parce que vous faites les choses de manière superficielle. Donc, je suis un ardent adversaire de la superficialité. Il faut, à un moment ou à un autre, se coller au bouquin et comprendre comment ça marche. Et là, pour le coup, je peux vraiment vous aider. Mais pour conclure, Ishimoku, d'accord, mais c'est vraiment que de la poudre comme ça que je dispense pour vous montrer, tiens, Ishimoku, c'est sympa, tiens, l'ADX, c'est intéressant. Mais après, c'est vous qui devez faire le boulot. J'adore écouter Laurent, comme il nous raconte en fait tout ce qu'il faut faire, c'est parfait en fait. Mais Les parce que leçons pour la vie, c'est les vécus mais en fait. absolument, mais c'est Ouais. vrai, Falco. Mais il faut s'asseoir, il faut lire. Exactement, il faut apprendre, il faut Voilà. travailler. Voilà. Donc là, tu as juste cité la FAT en fait. Et il y a Henri qui a posé la question en fait, qu'est-ce que c'est la FAT en fait? Est-ce que tu pourrais faire, là il dit faire une présentation de la FAT pendant le prochain webinaire, mais est-ce que tu veux pas faire peut-être une annonce sur la FAT? Il y a des événements qui s'approchent, tout le monde est invité ou quelque chose. Effectivement. Raconte quelque chose, non? Alors, bah il y a un truc, non? Oui. Alors, oui. Alors, aller, hein. la FAT, on va vous compter. Hein. À l'entrée, je serai là, je vais compter. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. C'est une association de personnes privées comme vous, mais également de professionnels qui sont passionnés par l'analyse technique. Alors, qu'est-ce qui se passe à la FAT? Il y a des ateliers pédagogiques. Par exemple, à la FAT, on vient, ou plutôt, on est en train de terminer un cycle de 5 ateliers sur les bandes de Bollinger. À la FAT, l'année dernière, on a fait une thématique Ishimoku de 4 ateliers sur la méthode. Autrement dit, on essaye vraiment de pousser les choses au maximum et de donner des compétences en analyse technique. Parce que savoir ce que c'est Ishimoku, c'est une chose, mais savoir utiliser Ishimoku dans son trading, je peux vous dire que c'en est une autre. Et donc, on essaye à la FAT d'accroître les compétences des membres en analyse et en trading à travers des ateliers pédagogiques. À ce titre, j'aimerais vous dire qu'il va y avoir une grande journée porte ouverte à la FAT le samedi après-midi 27 janvier. Ça veut dire à Paris, dans un hôtel du 8e arrondissement. Ça veut dire que tous ceux qui sont intéressés par la découverte de la FAT, eh bien, rejoignez-nous tout l'après-midi du 27 janvier. Ça commence à 13h30, ça se termine à 18h30 par un cocktail et on ne va parler que d'analyse technique pendant tout l'après-midi. Est-ce que ça finisse aussi avec un petit retard comme nos webinaires en fait? Parce que ça peut aussi, je ne sais pas. Mais... Alors, ça va commencer, on ouvre les portes de la journée porte ouverte, donc à 13h30 samedi 27 janvier, et ça se termine en principe à 18h, même s'il y a des gens qui veulent continuer de parler d'analyse technique, on leur dit à 18h, on s'arrête, on boit du champagne. Donc c'est tout un après-midi avec Laurent. Et avec d'autres intervenants. D'autres aussi. Voilà, il va y avoir plein d'intervenants, il va y avoir plein de présentations qui ne vont pas excéder 30 minutes, qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres pour qu'il y ait du rythme. Il y a Pierre qui demande tout de suite comment s'inscrire. Eh bien alors Pierre. Vous envoyez un email à Falco. C'est la fpdb.fr, non, ou pas? Pardon? L'adresse du site d'internet, la FAT, pardon. Alors, vous pouvez aller sur afat.com et là, vous avez un lien. Regardez. Sinon, vous faites attendez, hein. peut-être. On va s'arranger. Hein. Attendez, peut-être que ce que je peux faire rapidement, c'est vous montrer le site de la FAT si la connexion Internet fonctionne. Voilà. Oui, donc voilà, vous êtes ici sur le site de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Vous avez ici la journée porte ouverte, découvrez le programme. Magnifique. Vous cliquez dessus. Donc, vous allez découvrir le programme
de la journée porte ouverte du samedi 27 janvier. Toutes les informations. Et si vous voulez vous inscrire, vous cliquez ici sur le lien et vous arrivez sur un formulaire. Alors moi, ça me donnera surtout l'occasion, si vous venez, de vous rencontrer. Bah oui. Voilà, donc si vous venez à la journée porte ouverte, venez me voir et venez me dire, voilà, je suis Jean-Paul et je vous suis sur le webinaire. Parce que non, Jean-Paul, il peut pas, au moins un de Jean-Paul, parce qu'on a plusieurs. Jean-Paul dit, quel dommage, je ne pourrai pas venir le 27, mais il y aura d'autres, non? Mais bien sûr. Il y aura d'autres. Et il y a Hubert qui pose une question, est-ce qu'il y a des ateliers aussi en ligne, en fait? Oui. Oui. Il y a des webinaires. Ah bah, il est connaissant, en fait. Voilà. Il est connaissant, en fait. Voilà, il y a des webinaires en ligne parce que, évidemment, tous les membres de la FAT ne sont pas des Parisiens. Et donc, pour tous nos membres qui sont en province, on fait également des webinaires. D'accord. Et Daniel est content quand on fait de la pub pour la FAT. Moi, je suis très content. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin parce qu'il fait 19h17, on a dépassé largement. Donc, j'espère, oui, nous espérons que c'était encore un grand plaisir pour vous d'avoir passé 1h15, 1h20. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Avec Laurent. Absolument. Qui a un petit chat dans la gorge, si oui, on dit, non? Absolument. Un moment. Et voilà, donc on se verra la semaine prochaine. Il y a encore Laurent est en train de découvrir toutes les chats qui se. Encore une heure excellente de pédagogie boursier. Merci, Jacqueline. Merci, Jacqueline, c'est gentil. Et on se retrouve jeudi prochain, tout ensemble. Et d'abord, mardi, évidemment, mardi à midi, pour le 100% marché avec BNP Paribas et notre super Laurent. Absolument. Et voilà, absolument. Donc, je dis à la semaine prochaine, excellent week-end et bon investissement à vous. Et merci Laurent encore une fois d'avoir été avec nous. Merci Falco. C'était un plaisir d'être avec Falco et avec vous tous. Et je vous donne vraiment rendez-vous la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir encore une fois. Excellent. Bon, à la semaine prochaine tout le monde. Au revoir.